En fait, il suffit de s'imaginer ce que c'est qu'un viol d'enfant pour se dire je vais pas arrêter en fait. Il suffit juste de penser à ça. Bonjour, je m'appelle Laurence. Moi, Karine. Et nous sommes venus témoigner suite à la diffusion sur France 2 du film Signalement. Quand Karine est née, ce qui n'était pas normal, c'est qu'il n'y a pas eu de lien de créer entre Anne-Marie, sa maman, et ce bébé. Et ça s'est vu dès qu'elle est née, en fait. Karine pouvait être dans un coin de la pièce et la maman à un autre endroit. Si Karine pleurait, si Karine avait faim, elle ne bougeait pas. Elle comptait sur les gens qui étaient présents pour pouvoir s'occuper de Karine. À un moment, j'en ai parlé à Anne-Marie, c'est-à-dire que mon beau-frère avait sollicité mon aide pour aider Anne-Marie à pouvoir s'occuper de Karine les premiers jours. Et elle est venue à la maison un jour, 2 jours, 3 jours. Le 3e jour, j'ai voulu forcer la main. Et c'est là que ma belle-sœur m'a révélé qu'elle avait tué sa première petite fille et qu'elle avait fait 8 ans de prison. Alors déjà, je préviens mon beau-frère pour vérifier qu'il est bien au courant et il me dit c'est pas grave, c'était pas la mienne. Donc la réponse ne me satisfait pas du tout. Et donc je décide immédiatement de faire un signalement. En fait, je me suis pas posé de questions, j'ai fait un signalement. Mon enfance, c'était l'horreur. Le seul mot qu'on puisse dire, c'est l'horreur. Je vivais de la maltraitance quotidiennement, sexuelle, physique, psychologique. C'était que ça. Par exemple, le mercredi matin, déjà les TISF venaient, donc sur ce moment-là, j'étais à la maison, je mangeais le repas et après, ma génitrice me mettait dehors. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, peu importe, j'étais dehors, donc je traînais dans la rue comme je pouvais. Ça a toujours été ce quotidien-là. Avec Anne-Marie, au moindre truc, si je faisais un petit peu trop de bruit, c'était une claque. C'était que des choses comme ça, ferme ta gueule, c'était mon quotidien. Quand elle venait à la maison, elle avait l'impression de vivre un rêve en fait. C'était tellement en opposition par rapport à ce qu'elle vivait que nous, notre normalité, qui était vraiment la normalité d'une famille nombreuse, avec tous les aléas que ça comporte, le bruit, les mouvements, Karine devait se dire mais c'est quelque chose de fou en fait. Et sa normalité à elle, c'était la maltraitance et la souffrance. Donc Pour moi, les moments où je passais chez Laurence et Loïc, en fait, c'était des moments où c'était inoubliable, en fait. On va dire que ce que je vivais, moi, au quotidien, c'était de l'enfer. Et en fait, les seuls petits moments où je pouvais me rendre chez eux, c'était le paradis. Alors oui, je me rendais compte à ce moment-là que ce n'était pas normal, mais en fait, je connaissais ça tout le temps. Donc pour moi, c'était la norme et j'encaissais. Une autre chose qui m'a énormément marquée, c'est un jour où René a balancé mon chat dans un mur. On avait 2 chats. Donc il y avait le mien et celui d'Anne-Marie. Mon chat, comme par hasard, on va dire, il faisait tout le temps des bêtises, il faisait pipi partout, machin truc. Et du coup, Anne-Marie dit que c'était le mien. On l'a pris, on l'a balancé contre le mur. Sur le coup, elle a dû faire un arrêt cardiaque. J'ai hurlé tellement et il l'a relancé une seconde fois. Et du coup, à ce moment-là, le cœur a dû au choc repartir, mais ça a été atroce pour moi. Mais c'est dur ce que je vais vous dire là, mais au final, pour moi, c'était plus dur de voir mon chat souffrir que moi encaisser tous les viols que j'ai vécus. Parce que pour moi, c'était la seule chose que j'avais qui me donnait un petit peu d'amour. Vers l'âge de mes 5 ans, un monsieur vient habiter chez mes géniteurs. Et ce monsieur-là, en fait, il me viole en fait constamment, plusieurs fois par semaine, pendant des mois et des mois. Ces viols étaient échanges d'argent, de cartouches de cigarettes, de plein de courses, d'alcool. Donc oui, ils le savaient. Ils étaient au courant. Dans le dossier d'instruction, Anne-Marie reconnaît qu'à au moins 3 reprises, elle a vu Karine nue dans le lit avec Bloody, mais que bon, c'était pas grave, elle pensait que c'était des câlins en fait. Mais on sait que c'est eux qui demandaient à Karine d'aller dans le lit de Roland le soir. La seule chose qu'on me dit, c'est ferme ta gueule. T'as intérêt de rien dire. Voilà. Il est resté 3 ans du coup vivre chez mes géniteurs. Quand je découvre que Monsieur Herbé vit au domicile de René Anne-Marie, on sait qu'il a déjà été condamné pour des faits de violence et de viol et d'agression sexuelle sur ses enfants et sur d'autres, parce qu'il a une histoire assez
suivi dans ce qu'il a fait comme agression sexuelle. Et je fais un signalement ce jour-là et je demande à son ex-compagne, à Monsieur Blody, de m'accompagner dans cette démarche, en fait. Donc, on fera un signalement, mais téléphonique, pensant qui va déclencher la protection de Karine, en fait. Je me rappelle, j'ai reçu un appel me demandant de me présenter à la brigade des mineurs. Dans ma tête, j'étais convaincue qu'enfin, on allait m'interroger sur ce que je pensais, sur ce que vivait Karine. Pas exactement, en fait, parce que quand je suis arrivée, déjà, c'était un accueil très froid. Je savais pas que Madame Biès était déjà arrivée, parce qu'on n'avait pas été convoqués à la même heure. Et on me dit, vous êtes en garde à vue pour dénonciation calomnieuse. Et puis on me dit, voilà, vous avez accusé Monsieur Blody, et vous avez accusé votre beau-frère et votre belle-sœur de pas protéger Karine. Et là, je tombe des nues, en fait. Et on me demande de reconnaître les faits. Alors, je mets du temps à reconnaître, et effectivement, à un moment donné, je suis confrontée avec Madame Biès et je lui dis oui, c'est à ma demande qu'on a téléphoné. Moi, je sors en fin de journée et Madame Biès sortira à 21h. Et on s'appelle après et elle me dit, il paraît que ça va pas s'arrêter là. On sera convoqués toutes les deux le même jour, 2 mois et demi après. Et là, on recommence à nous humilier et on nous demande de faire une lettre par laquelle on s'excuse pour tout ce qu'on a fait subir à Karine, pour tout ce qu'on a fait subir aux parents de Karine, pour ce qu'on a fait subir aux violeurs, et le summum pour les dérangements occasionnés à la justice. En fait, il suffit de s'imaginer ce que c'est qu'un viol d'enfant pour se dire je vais pas arrêter, en fait. Il suffit juste de penser à ça. Vos nuits sont des enfers, en fait. Alors, j'ai pas souffert autant que Karine, voilà. Mais c'était l'horreur, en fait. Au Noël, j'avais le droit d'avoir Karine, parce qu'on était généreux, qu'on l'habillait pour l'année, qu'elle avait des beaux cadeaux. Et puis, autrement, j'avais pas le droit de l'avoir, parce que j'avais signalé. J'étais la sorcière ou la folle, comme disaient les services sociaux. Et ma belle-mère décède. La succession, elle a compliqué. René... sait comment je me débrouille, en fait. Et il se rapproche énormément de mon mari pour pouvoir avoir une succession plus zen. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est Karine. Et je pense qu'à ce moment-là, on a pu mettre des choses en place, jouer, je suis désolée de le dire, mais jouer avec René et Anne-Marie et profiter de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils voulaient, allant même à renier parfois ce que j'étais, en fait, pour pouvoir avoir Karine. Quand vous êtes obligé de dire à quelqu'un oui, je t'aime bien, je vais vous faire à manger, alors que vous n'avez qu'une pensée, c'est de les mettre dehors et de fermer la porte et de plus les voir. Oui, ça c'est compliqué. Fallait aller tout doucement, fallait dire écoute, moi ce week-end je suis disponible, est-ce que tu veux bien nous confier Karine, on ira faire les magasins. Et voilà, c'était oui. Et du coup, petit à petit, il y a eu un week-end, petit à petit, il y en a eu 2. Puis à un moment donné, l'école, voyant que Karine était en très grande difficulté, voulait la mettre en SECPA. Et moi, je regardais Karine quand elle était là. Je savais qu'elle avait des capacités. Il fallait juste l'aider. Et à un moment donné, René me dit oui, quand même, Karine, je pensais qu'elle aurait été capable de travailler, c'est une feignante. Et je lui dis, écoute, moi, avec les enfants qui sont à la maison, ils sont nombreux, si tu veux, nous, on peut essayer de remettre Karine à niveau, ça va rien te coûter. Il me dit, ok, je suis d'accord. Mais bon, elle est à ta charge. Ah, j'ai dit oui, elle est à ma charge. Karine, on a pu te changer d'école 15 jours après, t'es arrivée à Montgermont. Et là, on a vu, elle a commencé à s'éveiller à la vie. C'est la première fois qu'on la voyait s'éveiller, en fait, et devenir un enfant normal. Je m'étais dit, d'une partie, je m'étais, entre guillemets, débarrassée d'eux. Mais au final, non. Pas à ce moment-là. Quand je suis arrivée chez Laurence et Loïc, j'ai commencé à découvrir un autre monde, en fait. À tout redécouvrir, à apprendre des choses, à porter des vêtements propres, à pouvoir prendre ma douche tous les jours sans que personne vienne me regarder ou vouloir me toucher. C'est des choses du quotidien que j'ai appris, en fait. Dû à toutes ces difficultés scolaires, je ne sais plus comment ça s'est fait exactement, mais je suis allée voir un psychologue. On avait plusieurs séances. Durant ces séances, il pose énormément de questions, il y a plein de petits exercices. Et lui avait décelé quelque chose. Et en fait, au dernier rendez-vous, du coup, Laurence était présente pour faire le bilan. Et le monsieur me dit que
si je le souhaite, en fait, Laurence, elle est prête, en fait, à m'écouter si j'ai des choses à lui dire. On part de chez ce monsieur-là et, en fait, sur le chemin pour aller sur la voiture, c'est à ce moment-là où j'ai le déclic et de me dire, bah si, en fait, il faut que je lui dise maintenant. Et c'est à ce moment-là où je dis les choses à Laurence, tout ce que j'ai pu vivre. J'en parle aussi à la directrice, oui, en essayant que cette fois-ci, ça soit la dernière fois et que elle, peut-être, de son niveau, puisse faire bouger plus les choses. Après avoir signalé tout ça, en fait, je suis quand même retournée chez René Anne-Marie. J'ai été reconvoquée au CEDAS, du coup, où j'ai été suivie avec eux qui m'ont emmenée. Du coup, j'ai dû redire de nouveau ce que j'avais décrit en leur présence, ce qui est totalement affreux d'infliger ça à une enfant, en sachant que moi, quand j'allais repartir avec eux, bah, j'allais vivre de nouveau l'enfer. Après tout ça, je suis convoquée à la brigade des mineurs. C'est eux qui m'emmènent de nouveau. Avec Laurence, Laurence m'avait dit que là, fallait vraiment que je dise tout ce que j'avais pu vivre et que ils étaient en capacité de m'écouter. Du coup, c'est ce que je fais. Je raconte tout. J'avais eu extrêmement peur, mais je savais qu'en fait, c'était le moment où maintenant, en fait, fallait que je dise toute la vérité, tout ce que je n'avais pas pu dire pendant des années. J'avais 12 ans. Suite à l'audition de Karine, il y a une expertise psychologique qui est ordonnée en urgence. Et j'étais rentrée chez eux après. Et l'expert psychologue, tellement affolé et alarmé du contenu de l'expertise, appelle le procureur en lui disant cette petite fille est en danger de mort en fait. Karine rentre quand même chez ses parents et l'inspectrice nous appelle dans la soirée en disant qu'il faut qu'on trouve une excuse, mais qu'il faut qu'on aille chercher Karine de toute urgence chez ses parents. On avait toujours des prétextes, hein, voilà, on va chercher Karine, mais du coup le juge pour enfants se ressaisit une énième fois du dossier et là il est décidé que Karine va être placée, c'est-à-dire retirée de chez nous. Et le jour où Karine doit être placée, elle commet un acte de détresse en fait et elle souhaite mettre fin à ses jours. On la conduira à l'hôpital psychiatrique où là l'éducateur en profite pour nous suspendre tous nos droits et considérer qu'on est toxique pour Karine et qu'il ne faut plus qu'elle nous voie. Bah à ce moment-là, je savais que Laurence était malgré tout derrière, donc qu'il fallait pas lâcher. À ce moment-là, je savais que Laurence était vraiment là. J'avais toute ma famille, j'avais mes frères et sœurs, donc c'était un mauvais moment à passer, on va dire. C'est à ce moment-là que je profite de ce moment pour dire à mon beau-frère, bah tu sais, si on avait l'autorité parentale, bah ça se passerait pas comme ça, ils auraient pas replacé Karine et tout. Bah c'est là où toutes les choses se passent en fait. On décide de prendre un avocat. Mon beau-frère est d'accord pour donner l'autorité parentale. On fait tout ce qu'il faut pour ça, y compris monnayer Karine. Et on obtient l'autorité parentale parce que en fait la personne qui est nommée pour faire une enquête considère qu'il y a tous les éléments pour que Karine soit heureuse chez nous. Et quand on repasse en cour d'appel, déjà Karine nous est rendue parce que il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Et le juge des affaires familiales nous donne la délégation d'autorité parentale 2 mois plus tard. Et là, ce soir-là, on a respiré parce qu'on s'est dit ça y est, elle repartira pas en fait. Sur le parcours, il y a eu 14 signalements qui ont été faits. Ça a commencé quand Karine est née et ça s'est terminé en juin 2010 quand on a eu l'autorité parentale quelque part. Il a fallu 13 ans de combat pour sortir Karine des griffes de l'enfer. Ah bah, mes géniteurs, ils sont chez eux, comme toute personne lambda. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison, mais 6 mois ferme pour mon beau-frère et un bracelet électronique, quoi. On continue sa vie. Hein. Roland Blaudy a été condamné à 30 ans de prison, puisque Karine était sa 16e victime. Je l'ai déjà dit, mais j'aurais pas continué à réussir à encaisser tout ça. J'en suis sûre, je serais morte aujourd'hui si Laurence n'avait pas été là. En fait, moi, j'ai pris conscience au procès d'assises de l'impact que ça avait eu sur Karine. En fait, quand on vous dit, quand l'expert se détourne pour regarder Karine, qui dit « je comprends pas qu'elle soit vivante », en fait, on s'imagine pas qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. On fait juste ce que chacun devrait faire. Aujourd'hui, je suis maman et pour moi, ma fille, c'est ma plus belle fierté. C'est mon rayon de soleil. Après, c'est sûr que tout ce que j'ai vécu, ça reste ancré en moi. C'est là, mais c'est plus aussi douloureux qu'avant. Je pense que aujourd'hui, le problème de beaucoup de victimes, c'est qu'elles sont mal accompagnées et on oublie la place de l'amour en fait. Parce que l'amour, c'est simple, ça coûte pas cher
Et c'est à la portée de tout le monde. Et s'il y a un message à donner aux victimes, c'est aussi de se battre. Parce que quand on a été au bout de tout, qu'on a été au bout des procédures, qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, déjà on peut commencer à se reconstruire. Et on peut être fier de soi Ouais. un minimum. Voilà. Quand on dit qu'il faut que les victimes parlent, oui, certes, il faut qu'elles parlent, mais il faut surtout savoir les entendre. Et donc ça veut dire qu'on doit investir massivement sur l'accompagnement des victimes si on veut qu'elles se sortent de la nasse dans laquelle elles sont, en fait. Pas forcément sur du long terme, mais il faut mettre les moyens à un moment donné pour que la victime puisse fermer la porte et en ouvrir une autre.